Qu'est-ce qu'elle a, ta girl? Alors ma girl, c'est ma sœur parce qu'elle déchire. Ma girl, c'est ma sœur, elle est amazing. Mesdames et messieurs, n'ayez crainte, ceci n'est qu'une émission de télévision médiatico-médiatique. La politique, comment, pourquoi et quand? J'ai donc à ma droite Bruno Roger Petit, vous vous en souvenez sans doute, présentait les journaux de la 2 dans les années 90. Qui c'est Bruno Roger Petit? Vous êtes député maire RPR de Neuilly, vous êtes un des chevaux légers les plus fidèles de Jacques Chirac. Vous savez? C'est un journaliste. Fin de cette édition, dans un instant, la météo. On parlait de cannabis, je me demande ce que fument Patrick Buisson à l'Élysée et Claude Guéant. Éditorialiste, blogueur, journaliste. Toutologue. Il avait bien analysé le jeu du Paris Saint-Germain, qui est toujours le même. Et il nous vient en direct de Paris, Bruno Roger Petit. Bruno, vous avez tellement de casquettes qu'on ne sait plus vraiment pour laquelle on peut vous tirer notre chapeau. Journaliste, chroniqueur, blogueur, écrivain, éditorialiste, présentateur de JT, de la politique au sport en passant par les médias, ce qui marie toutes ces fonctions, c'est votre tendance à glisser votre grande gueule sans filtre partout où elle est susceptible d'être invitée. Au risque évidemment de ne pas se faire que des amis. Du patron de France Télévisions qui vous avait viré de l'antenne pour des propos jugés déplacés, à Éric Zemmour dont vous fustigez la présence sur les plateaux télé. Et si vous mangez à tous les râteliers, Bruno, vous avez deux kiffs dans la vie. Mitterrand et le PSG. Prenant la balle au bon au moment de l'élection présidentielle de 2007, vous faites commenter la campagne par la plume d'un Mitterrand posthume sur un blog ouvert anonymement. Scandale. En près de 30 ans de métier, vous passez sans sas de décompression d'un reportage sur Michel Sardou en 98 à un jeu TV avec Marie-Ange Nardi en 2005 jusqu'à la gaudriole cathodique de Touche pas à mon poste en 2014. Tout le monde a un avis ou tout mérite un avis? Ou les deux? Reste que votre tronche, votre plume et votre voix ne se sont jamais éteintes. Aujourd'hui, vous pondez quotidiennement sur challenge.fr et vous avez même votre propre émission de sport baptisée par vos uniques initiales, BRP. Et votre parcours, cher BRP, montre qu'on a rarement meilleur VRP que soi-même. Bon, allez, vous nous rejoignez ? Bonsoir, bienvenue. Ça vous plaît, BRP? C'est pour moi qui l'ai choisi. C'est-à-dire que quand vous avez un prénom, un nom avec trois étapes, depuis le lycée, c'est BRP. Et même quand vous changez d'endroit, que ce soit la fac, le travail, toujours il y a quelqu'un qui a BRP. Et ça se termine toujours comme ça. Donc j'ai fini par m'y faire. Mais ça ressemble un peu à BHL aussi. C'est l'avantage de ceux qui ont 3 initiales. Il y a aussi PMF, Pierre Mendès France, enfin il y en a d'autres. En fait, ceux qui ont 3 initiales comme ça, c'est souvent ceux qu'on entend le plus. C'est un hasard ou pas? C'est une bonne remarque. Oui, il y a peut-être une prédisposition, oui. Dans la réaffirmation de soi permanente. Bon, qu'est-ce que vous retenez de ce portrait? J'avais oublié que j'avais travaillé avec Marie-Ange Nardi. Et effectivement, c'était une expérience assez amusante parce que c'était le jeu télévisé, donc ça n'a pas duré longtemps, mais c'était marrant. C'était un jeu quand même lié à l'actualité, donc c'était pas quand même... Oui, c'est parce que j'étais journaliste que j'étais venu là, voilà, où je faisais un peu l'homme qui sait tout sur l'actualité. Alors ça, visiblement, vous le faites encore aujourd'hui, et vous le faites aussi sur la transition habile. Et vous le faites aussi sur les réseaux sociaux, c'est l'interview droit dans le mur. La meilleure façon de connaître un homme, c'est de regarder sa bibliothèque. Ben oui, les temps ont changé. Aujourd'hui, la meilleure façon de connaître un homme ou une femme, c'est de regarder son profil Facebook. Si vous le savez vous-même, nous, on a décidé de prendre la tangente et d'aller faire un petit tour sur Twitter. Ah, mais j'ai compris Twitter, maintenant quelque chose, Fred. Quoi? C'est notre ami Bruno qui vous a inspiré pour cette rubrique. Quelle rubrique? J'en pleure pour la droit dans le mur. C'est ça, puisqu'il le dit. Alors, on va dire ça comme ça. Ce sera plus simple, parce que sinon, je pense qu'on en a pour une demi-heure de nouveau. D'accord. Je peux parler? Oui, merci. Allez-y. Et donc, sur Twitter, où on a trouvé votre devise. Lire des diatribes, c'est respirer les latrines de sa renommée. C'est de Victor Hugo. Vous avez le temps de lire des diatribes, vous qui en pondez tant, en fait?
Alors moi, je ne ponds pas de diatribes. Je ponds des éditoriaux, parfois un peu pamphlétaires. Comme me dit Claude Perdriel, qui est mon employeur à Challenge, votre truc, c'est un tiers édito, un tiers information, un tiers pamphlet, et je dois reconnaître que ça marche. Donc c'est ça mon truc. Quant à cette phrase-là, effectivement, elle me paraissait correspondre un peu à ce que quelqu'un comme moi peut subir sur Twitter, parce qu'effectivement, quoi que vous fassiez, vous avez toujours quelques personnes qui viennent vous injurier, bien cachées derrière l'écran, avec des gros mots, parfois des menaces d'ailleurs, ou ce genre de choses. Et alors évidemment, bon, voilà, il se trouve que cette phrase-là, c'est dans Chose vue de Victor Hugo, qui raconte son entrevue avec Thiers en 1870, quand Thiers reprend le pouvoir en France, parce que Victor Hugo est allé plaider la cause d'un prisonnier politique. Et alors, pour amadouer Thiers, il lui dit « mais on est aussi attaqués l'un que l'autre ». Et c'est là qu'il lui dit « lire des diatribes, c'est respirer les latrines de sa renommée ». Alors, vous avez parlé d'insultes, et juste après que j'ai terminé de préparer l'émission, il y en a une qui est arrivée sur Twitter, on vous a traité de pauvre merde. Oui. Ça arrive souvent. Ah oui, non, mais ça, c'est alors, très franchement, pour un éditorialiste comme moi, c'est le quotidien. Il y en a 2-3 pages par jour, comme ça. Et alors, ça renvoie souvent... Mais ça touche ou pas? Non. Oui, ça fait partie de la mentalité du jeu en France. Parce que... Alors, quand vous débarquez et que vous êtes soumis à ça, au début, vous dites quand même. Et puis alors, il y a un moment où vous êtes complètement, comme on dit, mitridratisé, c'est-à-dire que vous devenez indifférent à ce genre de choses. Vous bloquez, comme on fait sur Twitter, l'impétrant, et puis on n'en parle plus. Ça n'existe pas. Mais ça fait partie de la mentalité, alors, du pays. C'est-à-dire que quand vous faites de l'éditorial, c'est-à-dire que vous faites du journalisme engagé, que vous clivez, forcément, vous dérangez des gens. Et alors, plus vous avez d'audience, plus vous avez de gens qui vous suivent. Donc, par effet multiplicateur, plus vous avez des types haineux, revanchards. Plus on vous insulte, plus la chronique elle est réussie, plus elle a touché les gens. Pas de réaction. Disons que quand vous visez un certain nombre de politiques particuliers, qui sont les extrémistes en général, plus il y a de réactions, plus c'est le signe que vous avez tapé juste, ça c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a quelques jours, j'ai fait un édito pour démonter les mensonges de Finkielkraut dans l'histoire qui a agité la France la semaine dernière. Nadine Morano, France, pays de race blanche, qui est une aberration, y compris par rapport à la citation authentique de De Gaulle. Voilà. Donc Finkielkraut n'a rien compris au film, je l'ai démontré. Alors factuellement, vous voyez, c'est pas un pamphlet là, c'est juste la démonstration de propos qui ne tiennent pas la route. Et là, vous avez eu tous les Finkielkrautiens de France qui me sont tombés dessus. Et là, je me suis dit, très bien, j'ai réussi. Voilà. Effectivement, en ce sens-là, c'est un baromètre. Et vous donnez votre avis sur Twitter, alors pas toujours, mais vous faites des choix. Vous nous direz après comment vous faites vos choix de remarques sur Twitter. On va voir juste un extrait. Comment est-ce que vous choisissez les événements qui méritent, selon vous, une remarque de votre part sur les réseaux sociaux? Ou est-ce que vous les choisissez d'abord? Alors ça c'est... Oui, je les choisis. Oui. Je sélectionne. Ça, c'est un événement qui a eu lieu ce lundi, où en France, vous avez des syndicalistes ou des salariés d'Air France qui s'en sont pris violemment, extrêmement violemment. Là, on ne le voit pas sur les images, mais il y a des photos sur les réseaux sociaux, à des cadres dirigeants d'Air France. C'est-à-dire, on était à 2 doigts du lynchage. Et moi, il y a un truc que je ne supporte pas, voilà, c'est la violence. Même si la colère est légitime, la violence, c'est toujours insupportable. Donc, alors là, c'est typiquement... là, on est vraiment dans l'essence twittérienne. C'est-à-dire, il y a un truc qui m'interpelle, ça éveille quelque chose. J'en fais un petit tweet, entre guillemets, éditorialisant, un petit peu vif, les petits bras, les gros bras qui la jouent petits bras, et puis voilà. Alors, vous le faites sur Twitter, mais c'est aussi votre métier sur tous les supports, et ça va être le cœur de notre blabla. Et puis, alors, vous n'êtes pas le seul, en fait, à ouvrir votre gueule, en France en tout cas, et on a fait une petite sélection de ceux qui ouvrent aussi leur gueule de différentes manières, avec humour ou non, et vous nous direz un tout petit peu ce que vous pensez, rapidement, de ces gens-là, qui sont à peu près de la même trempe que vous, en tout cas. On pourrait pas se rassembler un peu? Non, mais tout le monde, s'il vous plaît. On pourrait pas un peu touiller, agglomérer notre vivre ensemble dans la fraternité? Il est temps que le peuple de France se lie, il faut que les Français féculent.
Oui, l'immigré, c'est quoi? C'est la maïzena du lien social. On a tous vocation à être un flageolet du grand cassoulet national. Gaspard Proust. Il est humoriste, moi je suis journaliste, donc on n'est pas dans le même registre. C'est intéressant que vous l'ayez pris parce qu'effectivement, de plus en plus en France, mais c'est un phénomène qui a commencé il y a 20 ans, nos humoristes deviennent des éditorialistes parce que beaucoup de journalistes ont renoncé à éditorialiser. Exactement. Voilà. Ça a commencé avec les Guignols, et puis alors vous écoutez Canteloup sur Europe 1, l'imitateur, vous écoutez Gérard sur RTL, vous écoutez Gaspard Proust, vous écoutez Stéphane Guillon, vous écoutez Didier Porte, et vous avez des gens qui sont devenus de fait des éditorialistes, qui sont très drôles dans leur genre, moi j'aime beaucoup Gaspard Proust, mais qui ont un peu pris notre place. Et il était temps que les journalistes, on se réveille un peu. Oui, mais moi j'ai une question, Fred. Vous êtes deux journalistes, j'ai une question à vous poser. On nous dit que le journaliste doit informer, mais de prendre position, quelque part, c'est d'influencer l'opinion publique. Alors, où est la limite entre l'information et la prise de position de l'éditorialiste? La limite, elle est très claire. Il vaut mieux un journaliste engagé, honnête subjectivement, qu'un journaliste qui va vous dire « je suis objectif » et qui ne l'est pas, ce que j'appelle moi les pseudo-objectifs, et qui, caché derrière une objectivité de façade, va vous dire « je vous informe » alors qu'en fait, non. Il cherche à vous influencer. Mais est-ce que ce n'est pas deux métiers différents? Est-ce qu'on n'arrive pas à Non, mais faire les deux c'est très, du très bien journalisme. Non, c'est du journalisme. Il y a toujours eu des éditorialistes, il y a des reporters, il y a des éditorialistes. Et à partir du moment où l'éditorialiste est présenté comme tel, c'est-à-dire il y a une situation, il l'analyse en fonction de sa culture, de son histoire, de ses référents, bon, tout ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Le seul problème qu'il a, l'éditorialiste, comme disait le fondateur de François, Pierre Lazareff, voilà, sa première mission, c'est d'avoir des lecteurs. Moi, ma première mission, quand j'écris, c'est d'avoir des lecteurs. Si j'en ai pas, quand bien même mon papier serait formidable de mon point de vue, c'est qu'il y a un problème. Et la loi des reins du journalisme... Il faut aujourd'hui pour l'avoir, finalement. Mais il faut être... Non, la règle, tellement de choses devant lui, devant les yeux. Mais la règle, elle est simple. Si vous faites sens, si ce que vous racontez correspond à ce que pensent un certain nombre de gens ou que ça permet d'éclairer un certain nombre de gens, les gens vous lisent. Si vous n'êtes pas intéressant, vous n'avez personne pour vous lire. Moi, comme je suis un éditorialiste à forte audience sur Internet, j'entends souvent ça. Le premier reproche, tu cherches à faire du clic. Je dis, bah oui, je cherche à être lu. Mais comme tout journaliste. Il y a une autre manière de faire du clic aussi. Enfin, il y a le clic facile et puis le... Non, pour moi, il y a l'audience. Et il n'y a pas d'audience qui soit méprisable par rapport à une autre audience. Alors, il y en a un cas d'audience. C'est parce que j'ai... Oui, c'est le prochain. En effet, à longueur de journée et à lourdeur de journaux, on nous tapisse le bulbe avec les juifs, les catholiques, les musulmans. Mais qu'en est-il exactement de ces orphelins de Dieu qu'on appelle, non sans mépris, les non-croyants? Un autre humoriste? Nicolas Bedos, un autre humoriste. Il est aussi écrivain, mais... Et auteur de pièces de théâtre. Voilà. Nicolas Bedos, est-ce qu'il vous gêne autant qu'il gêne beaucoup de gens? Alors non, parce que je vais vous décevoir, mais j'aime beaucoup. Voilà, je trouve que c'est très plaisant. Et en plus, je trouve que c'est un personnage qui est intéressant parce qu'il n'encombre pas les espaces. Il vient, pas très souvent finalement. Regardez chez Laurent Ruquier, là, dont On n'est pas couché, il vient trois fois par an. À chaque fois, c'est un événement. Parce que comme il a le temps de maturer, de laisser travailler en lui ce qui vraiment constitue les débats de l'époque, quand il arrive et qu'il s'en saisit, c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc Nicolas Bedos, lui aussi, c'est un humoriste avec une vocation d'éditorialiste, qui reste un humoriste, qui n'est pas journaliste, mais j'aime beaucoup. Alors, il y a encore des journalistes en France, alors oui, il n'est plus à la télévision, là, je commençais à m'inquiéter. Et le prochain est un journaliste. Incroyable, hein. Que vous ayez les signatures, c'est incroyable. C'est pas du tout incroyable. Les maires ont une empathie pour moi. Vous devez être le prototype du candidat inutile dans cette campagne, totalement inutile. Et vraiment incroyable. Je ne sais pas comment vous les avez, je ne sais pas comment vous faites, si alors, vous avez vous les avez, un numéro de fakir, mais c'est incroyable. C'est très simple. Jean-Michel Apathy sur le Grand Journal à l'époque, est-ce que c'est quelqu'un qui vous touche aussi? Vous dites ça. Est-ce qu'il est important? Parce qu'on a souvent eu des échanges. Oui, il est important. Et d'ailleurs, on voit combien il était important dans le Grand Journal. Non, qu'il n'y ait plus. Voilà, parce qu'on a une présentatrice aujourd'hui, Maïtena Biraben, qui est très bien, qui a beaucoup de qualités, mais qui a voulu se saisir de la politique toute seule, sans avoir les moyens de sa politique, si je puis dire, c'est-à-dire sans avoir la culture journalistique, historique, même littéraire, pour faire ça.
Et on voit bien que l'astuce de Denisot ou de Decaune, c'était justement d'avoir Jean-Michel Apathy à côté. Quoi qu'on pense par ailleurs, et moi j'ai toujours été très critique des orientations politiques de Jean Mimi, hein, c'est pas le souci. Mais en revanche, comme point d'appui politique pour poser des questions, pour interpeller un invité politique, oui, il avait une nécessité quand vous avez un animateur qui n'est pas un politique. Si Maïté Nabiramen avait eu la modestie de considérer qu'elle n'était pas faite pour ça, elle aurait sans doute évité de déraper face, quand elle a parlé du Front National en disant que c'était le discours de la vérité, et ça lui aurait épargné bien des soucis. Alors Bruno, je trouve qu'il fait bien les liaisons, on a même plus besoin de nous, je crois, parce qu'effectivement, on va anticipez nos questions. De politique spectacle, et je te laisserai parler un petit peu après, je crois que tu mérites un peu d'utiliser la place aux femmes. Et on va parler de politique spectacle, Magnéto. Je pense que la politique, c'est pas du spectacle non plus. Vous n'êtes pas obligé de le lire, hein, si vous ne voulez pas le lire. La politique, c'est pas du spectacle. Bon, c'est un pari supplémentaire, inverser la courbe de la fréquentation des Restos du Cœur. Non, moi, je rentre pas ni dans cet humour qui vous appartient et que nous apprécions tous. Les Français se reconnaissent dans ce discours de vérité qui est tenu par le Front National. Oui, hélas. Si ça continue, eux aussi vont finir au Resto du Cœur. Voilà une des rares associations qui marchent dont on pourrait souhaiter la fermeture à court terme. Manuel Valls, c'est une séquence d'autodérision pour se détendre, oui, je vous l'avais dit. Mais on peut se détendre, mais dans le moment qui vient, moi, je reste ce que je suis. Je dis attention. Nous sommes un pays judéo-chrétien, le général de Gaulle le disait, de race blanche. Bruno Roger-Petit, donc vous dénoncez l'infotainment, vous l'avez écrit notamment en relation avec Maïté Nabiraben, ce dérapage que l'on a vu dans l'émission avec Éric Dupond-Moretti. Où est la limite? Parce que de vouloir informer de manière pure et dure, c'est une chose, mais on sait aussi que ce qui marche, c'est de divertir le public lorsqu'il rentre, il a envie d'être diverti. Ce qui marchait. Parce que ça ne marche plus, justement. L'infotainment. C'est-à-dire qu'en France, on est dans une période de remise en cause profonde du rôle des politiques. C'est-à-dire que depuis quelques années, on voit bien, on veut des résultats, on veut de la transparence, on veut de la compétence, on veut du sérieux. Et le fait de voir les politiques depuis des années, comme ils l'ont fait, c'est un mouvement qui a commencé il y a une trentaine d'années, faire un petit peu parfois les guignols ou se prêter au jeu de Cyril Eldin et de quelques autres, aujourd'hui, c'est plus tenable. Il y a un rejet de ça. L'échec actuel du Grand Journal de Canal+, qui est resté dans cette formule-là, c'en est la preuve. Et moi, je peux vous dire, je discute beaucoup avec des politiques, je suis très frappé de voir qu'eux-mêmes l'ont intégré. Aujourd'hui, ils vous disent, regardez par exemple, vous avez un certain nombre de politiques qui disent, en plus ils ont choisi la mauvaise cible, mais c'est pas grave, on veut plus aller chez Ruquier. Voilà, Fillon, Sarkozy, Le Maire, beaucoup de membres des Républicains disent on ne veut plus aller chez Ruquier. Bon, il y a une remise en cause profonde parce que quand ils sont sur leur marché, dans leur permanence, dans leur circonscription, ils ont tous le même retour. Et vous en avez beaucoup qui vous en parlent. C'est-à-dire que les Français ne supportent plus des politiques, dans la période compliquée que traverse le pays en ce moment, qui font du divertissement à la télé. Ça les insupporte. Mais est-ce que c'est de la faute des journalistes ou des... Enfin, en fait, quand ça a commencé, il y a la politique qui avait besoin de rendre la chose humaine. Alors ça, c'était chez nous, mais je pense que chez vous, c'était la même chose. Donc il fallait rendre humain le politicien qui mène le bal. Et puis finalement, ça a dérapé. Évidemment, aujourd'hui, il n'y a presque plus que ça. C'est-à-dire que les vraies émissions politiques n'existent plus ou presque. Non, alors ça, c'est un vrai problème. Mais si les gens attendent ça, comment ça se fait qu'il n'y a pas ça à la télévision, alors que les gens attendraient quelque chose de plus sérieux? Parce que moi, je remarque une chose, les gens de télévision ont souvent un métro de retard sur les évolutions de la société française. C'est-à-dire que celui aujourd'hui, en télévision, je pense notamment au service public, qui va refaire une vraie émission de politique, avec des questions politiques, avec des journalistes politiques, comme on a connu à une grande époque qui était l'heure de vérité. C'est-à-dire que ce qui était bien avant, dans les années 80-90, c'est que vous aviez effectivement des émissions où les politiques allaient faire un petit peu de divertissement pour jouer d'un effet de proximité, mais vous aviez aussi la grande émission politique, enfin il y en avait deux, il y avait l'heure de vérité sur la 2 et il y avait Questions à domicile avec Anne Sinclair sur TF1. Donc il y avait un équilibre. Aujourd'hui, comme vous le dites vous-même, il n'y en a plus. Il y a, sur France 2, pareil, sur TF1, il n'y a plus d'émissions politiques. Et sur France 2, vous en avez une qui passe une fois tous les 2-3 ans. Il n'y a pas d'audience parce qu'elles sont aussi mal conçues. Dans le fond, c'est ça. Est-ce que ça intéresse les gens? Aujourd'hui, les gens n'ont-ils pas besoin, eux, comme vous l'avez dit vous-même, de prendre position? Les réseaux sociaux sont la manifestation du besoin des gens de s'exprimer, de comprendre, d'analyser, d'aller lire des opinions peut-être indépendantes. Mais de lire et de dire aussi énormément de conneries. Et puis on sait en France aussi que les politiciens interviennent sur le pouvoir service public.
vous-même, vous êtes parfois dénoncé parce que vous êtes trop politiquement addicté. Est-ce que ce n'est pas finalement un rejet du public quand vous dites on veut de l'authenticité, dire bah, stop, moi je ne veux plus voir finalement ce simulacre d'émissions politiques où on essaie d'exprimer une opinion qui n'en est pas une? C'est exactement ce que je vous dis, c'est-à-dire que les fabricants de télévision aujourd'hui ont un train de retard sur l'opinion. Et je pense que ceux qui se donneront les moyens de refaire une véritable émission politique, aujourd'hui, feront d'abord... Comme ils répondront aux besoins des attentes de l'opinion, aux attentes de l'opinion, il y aura forcément du public. Simplement, effectivement, il y a 20 chaînes, il y a beaucoup plus d'effets de niche en matière de télévision qu'avant, donc vous ne pouvez plus imaginer avoir une émission politique qui, comme l'heure de vérité, va avoir 6, 7, 8, 9, 10 millions de téléspectateurs. Ça, c'est fini. C'est une évidence. Cependant, je pense qu'il est temps de remettre la politique dans des émissions politiques pour y parler politique. Alors, vous avez une grande gueule, on vous entend partout et on vous entend même au-delà de la planète Terre, si vous le permettez. Bonjour à tous. Dans le cadre de notre investigation en vue d'envahir la Terre, nous avons observé l'un de leurs spécimens, Bruno Roger Petit, un être humain qui tient sur la Terre le rôle de journaliste français de télévision, radio, presse écrite et en ligne dans le domaine du sport et de la politique. Ce qui, dans un pays comme la France, signifie être un professionnel des médias polyvalent et touche à tout, mais dans un pays comme la Suisse, signifie être un travailleur instable qui ne sait pas ce qu'il se veut. Il est un grand admirateur de François Mitterrand, un ancien président de la République. Un président de la République française consiste en un être humain que tout le monde déteste pendant son mandat, mais qui devient la personnalité préférée des Français une fois qu'il quitte son poste. Bruno Roger Petit est consultant en football, un sport dont les supporters sont révoltés par la gestion malhonnête de ses hauts dirigeants et les salaires exagérés de ses joueurs et proclament des « il faut que ça change », mais aime regarder avant tout des Real Madrid, Bayern Munich et des Coupes du Monde à 8 milliards d'euros et espère que ça va durer. Il est fan du Paris Saint-Germain, ce qui perpétue la mode pour les intellectuels d'avoir une passion beauf parce que ça donne un style, à choisir entre le PSG, les voitures ou Johnny Hallyday, mais pas les trois parce que sinon, ça veut juste dire être un beauf. Il n'aime pas Éric Zemmour, un être humain qui pense que la France va mal parce qu'il y a trop d'étrangers et que les femmes ne veulent plus rester à la cuisine à pondre des enfants, alors qu'en fait, on peut plutôt se poser la question de l'influence sur ce sujet d'avoir élu successivement à la barre du pays Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy et François Hollande. Il a d'ailleurs milité pour le boycott de Zemmour à la télévision pour ne pas donner de vitrine à ses propos idiots, ce qui, du coup, pose de vraies questions concernant les cas de Nabila, Cyril Hanouna et Michel Drucker. Durant notre observation, nous avons remarqué l'attitude étrange de ses congénères dans différents environnements. Emmenons-le sur notre planète. Il pourra nous expliquer comment il voit l'avenir des médias d'information sur Internet par rapport à la presse papier, alors que, sur Internet, les informations que les gens partagent le plus concernent les 10 choses qui montrent que vous êtes un bon coup et envoie ce message à tous tes contacts, sinon des bébés chiens vont mourir. Merci à tous, bientôt la Terre sera à nous. Alors, je n'ose même pas vous demander si vous lisez la presse. Nous, on a chaque soir rendez-vous avec un journal roman qui s'appelle Le Matin. Vous connaissez Le Matin? Oui, ah. De nom. C'est le duplex. Et depuis la rédaction du Matin, nous avons rendez-vous avec Thierry Brand, c'est juste? Bonsoir Fred, bonsoir Leïla, bonsoir tout le monde. Bonsoir Thierry. Bonsoir. Sur quoi vous bossez? Alors demain, nous allons vous parler d'un petit objet que tous les Suisses connaissent. Je vais vous le montrer, je l'ai sorti. Est-ce que vous reconnaissez ceci? Alors c'est une carte de fidélité de supermarché. On a le droit de donner, le nom de la maison. Chez nous, on peut tout dire. La carte Migros Cumulus. Alors voilà. Oui, c'est la carte Migros Cumulus de Migros. Alors pourquoi est-ce qu'on va vous parler de cette carte? Eh ben, c'est pour une raison assez intéressante. C'est que la Migros, en collaboration avec le WWF, ou le WWF si vous voulez, a développé un programme qui s'appelle Cumulus Green, ou Green Cumulus. Il faut que je regarde mes notes. Oui, Cumulus Green. Et que fait ce programme? Eh ben, il permet de déterminer parmi vos achats quelle est la part des achats durables que vous faites, c'est-à-dire achat de produits bio, achat de produits frais bio, achat de produits qui ont un label comme le café Max Havelaar. Voilà. Il y a 12 labels qui ont été pris en compte par ce programme. Et puis alors, c'est évidemment les résultats de ce programme qui nous intéressent dans le Matin de demain. Et surtout ce qui intéresse les romans. Alors, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que les romans sont les très mauvais élèves de cette étude. Ce sont alors les Uriquois qui sont les premiers. Par exemple, je vous donne un chiffre, 20% des achats faits par les Uriquois concernent des produits durables.
20,2 même. Hein, donc Zurich est au premier rang. Et le dernier canton, c'est le canton du Valais, où les acheteurs de la Migros ne consacrent que 15,6% de leurs achats à des produits bio-durables. Ça concerne aussi le bois, j'ai oublié, hein, ça concerne aussi les achats qui sont faits dans les magasins de bricolage de la Migros. Alors tout ça pour dire que les romans sont les mauvais élèves, et c'est ceux qui consacrent le moins d'attention aux produits bio, aux produits durables. Alors, je pense que je vais... C'est un peu comme d'hab, non, Thierry? C'est un peu comme d'habitude. Bah ouais. Oui, alors je vais anticiper votre question et puis vous y répondre, parce que on se demande, mais pourquoi les romans sont les mauvais élèves? Alors, ce qui est rigolo dans cette affaire, c'est que la Migros et l'EVF ne répondent pas vraiment. Parce qu'effectivement, ça dépend de plusieurs facteurs. Alors, certains disent, oui, alors c'est parce que ça peut dépendre de la taille des magasins, parce que quand vous n'avez pas tout l'assortiment, ben évidemment, vous ne pouvez pas choisir les produits qui vous intéresseraient. Il y a une question de prix, évidemment, parce que les produits bio sont plus chers. Et puis, le dernier argument, c'est que la Migros distribue pas tout l'assortiment des produits n'est pas exactement le même en Suisse allemande et en Suisse romande. Donc, il y a des produits bio, par exemple, qui ne sont vendus en Suisse allemande, mais pas dans les magasins de Suisse romande. Donc voilà un peu l'explication. Bah en fait, moi, je pense qu'on va résumer la chose, c'est qu'on est toujours en train de bouffer de la merde et que finalement, c'est pas si grave que ça. Non, c'est pas ça du tout. Bruno, vous mangez bio, vous mangez sain? Non, c'est à moi que vous parlez ou c'est à vos invités? C'est à notre invité. Aux gentils invités. Je mange le plus sain possible, bien sûr. Le label... parce que vous avez... Je sens le mensonge, non? Ouais. Non, bah, je suis comme tout le monde. Non, mais voilà, moi j'ai un faible pour la cuisine italienne, donc j'ai une petite cantine à Paris où je me rends, le Café César, et j'y suis fidèle. Donc c'est là qu'il faut venir si on veut vous retrouver, c'est ça? Voilà, exactement. Merci Thierry, je vous souhaite une bonne soirée. Mais je vous en prie, à bientôt, bonne soirée à tous. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Et je vous propose, vu que j'ai l'impression que vous avez un quotidien quand même assez chargé, on va freiner un tout petit peu avec un tout petit peu de culture. Piero Winter et Square Studio présentent You Are Not Dead Yet. Hey, du street art à voir dedans. Bon, on va aller voir s'il passe encore les portes. Ready? We're just getting started. Street art? Peut-être. Street art, oui, oui. Street art, peut-être. Street art, pas sûr. Street art, oh oui. De la rue à la galerie d'art, il n'y a qu'un pas. Et c'est pas Banksy qui dira le contraire. Et du t-shirt à la toile, un bras. Et ce n'est pas Piero Winter qui me contredira. Après avoir accroché le slogan You Are Not Dead Yet au torse des caïds du streetwear, Piero, alias Chuck ou Baby Blue pour les adeptes de Downtown Boogie, vient de balancer son Carpe Diem 2.0 à une poignée d'artistes du street art qui se sont appropriés la punchline. À la base, on voulait vraiment une phrase qui frappe. Un réveil permanent, sonner d'alarme, ou sentir envie. Ouais. Puis à la base, l'idée avec mon pote Marc Angeli, c'était juste de faire des autocollants, de continuer à faire ça à l'arrache. Je sais pas, à la hip-hop style, au lieu de taguer sur les murs, on fait des autocollants partout. Et j'ai eu cette idée d'amener ça au next level. Et j'ai commencé à pitcher un peu l'idée à plusieurs artistes et j'ai vu que les gens, ils arrivaient tout de suite à s'identifier un peu au slogan. Là, on est dans un monde où il y a des milliers d'infos la seconde, on est bombardé par des pubs dans les rues, à la télé, sur les ordinateurs et tout. CNN, World Star, TMZ, Facebook, tout mélangé. Il y a de tout, quoi. Là, il y a des surfeurs qui surfent sur une vague, mais là-dessous, tu as les réfugiés. Tout est lié. Ça, c'est JP qui a fait ça. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. À la base, ça vient du graphe. Et que là, on est dans une expo qui a eu lieu, où le vernissage a eu lieu pendant la nuit des bains. C'est super puissant, quoi. Et c'est ça le côté hip-hop, quoi. La meuf qui passe un préservatif au couple gay
avec un bonbon claqué, la graisse, mais un skin aussi. C'est comme une bande dessinée en Ouais, fait. c'est vraiment un livre de BD en toile. Il y a vraiment de tout. On n'a pas l'argent pour s'afficher, enfin pour faire notre propre com, donc qu'est-ce qu'on fait? On va nous-mêmes. Cette affiche, elle est partie à New York, à Five Points dans le Queens, qui est vraiment un lieu mythique des graffeurs. Et il est revenu avec, et c'est la première fois qu'il expose, donc ça aussi, ça a du vécu, quoi. C'est vraiment... C'est quelque chose de... C'est ça, en fait, c'est le slogan, il vit, quoi. Ils sont pêcheurs de capres avec... là, on sent la vie, quoi. On sent que le gars, tous les matins, il se réveille à 3 h du matin et il va bosser, quoi. Et Bruno, on n'est pas les seuls à poser des questions sur ce plateau et dans cette émission, puisque l'invitée précédente a une question pour vous, c'est Aileen Hofer. Bonjour Bruno Roger. Entre la politique et le sport, dans quel domaine la langue de bois gagnerait le plus grand prix? Aujourd'hui, c'est le sport, et de loin. C'est-à-dire que c'est impressionnant de voir le nombre de sportifs, notamment dans le football professionnel français, mais aussi ailleurs, qui vous disent systématiquement la même chose après chaque match. On prend les matchs les uns après les autres, l'essentiel c'était les 3 points, etc. etc. La langue de bois aujourd'hui, c'est le football. Et le FIFA, même le type qui réussit des exploits... Ils ne savent pas quoi dire. Enfin, il n'y a rien à dire sur un match. Non, on mais joue, parce qu'ils ne sont pas formés. Vous voyez, c'est toujours pareil. Donc comme ils ne sont pas formés, ils voient ce qu'ont fait les autres avant eux, puis alors ils reproduisent. Et donc, comme ils voient que dire on prend les matchs les uns après les autres, ou c'est pas moi qui ai été le meilleur, c'est l'équipe qui a été formidable, ça permet de se protéger. Comme ça, on dérape pas, puisque tout le monde répète la même chose sans problème depuis des années. Ouais. Qu'est-ce qui vous passionne dans le foot? C'était une question de fille. Genre, mais qu'est-ce qui vous plaît dans cette merde? Parce que vous êtes l'antithèse, alors il est dans le portrait de l'extraterrestre, mais vous êtes l'antithèse du fanatique de foot, quoi. Je suis fanatique du foot depuis très longtemps. J'ai toujours aimé ça. Prolongation de la guerre par d'autres moyens, d'une certaine façon. Voilà. C'est le jeu du pouvoir. Hein. Ouais, la conquête, battre l'adversaire, l'affrontement physique. La bière à la fin du match, etc. La bière à la fin du match. Oui, puis j'aime les ambiances de stade. J'adore les ambiances de stade. Voilà. J'adore sentir la merguez quand j'arrive aux abords du Parc des Princes. On va vous emmener voir le Lausanne Sport. On a une équipe de foot ici. On va vous emmener à un match de foot. Moi, je connaissais les Grasshoppers. Je pense qu'il va arrêter le métier. Merci beaucoup d'être venu jusqu'en Suisse nous voir. De rien. C'était un plaisir. Non, c'est mon plaisir. Et juste avant de partir, je vous laisserai retourner au siège portrait, poser votre question à notre invité de demain, qui est, Leïla? Joël Dicker. Joël Dicker. Vous connaissez Joël Dicker, oui, évidemment. J'ai lu. Je n'ai pas lu le dernier, mais j'ai lu les précédents. On va vous offrir le livre, voilà. Merci beaucoup. Merci. Et puis, bonne suite à vous. Merci, Bruno. À vous aussi. Et puis nous, on se voit demain, comme d'habitude. Oui, demain, j'avais un défi pour vous, mais peut-être demain, après-demain. Ouais. Ou plus tard jeudi. D'accord. Au revoir. Cher Joël Dicker, c'est une question de lecteur. J'ai lu vos livres, je n'ai pas lu le dernier, mais j'ai lu les 2 précédents. Et une question que je me pose, c'est quand est-ce que vous travaillerez plus la psychologie de vos personnages, qui me paraissent parfois en 2 dimensions, gentils, méchants, que l'intrigue elle-même. Voilà.